Salut à tous, c'est Marcel Bagnol. Aujourd'hui, on profite de ce fameux crachin breton pour tourner un guide sur les achats de voitures de collection. Bon, alors déjà, pourquoi acheter une voiture de collection? Bon, bah moi je trouve qu'il y a une raison qui paraît complètement évidente, c'est que c'est cool. Après, plus sérieusement, il y a aussi le fait qu'une voiture de collection, ça a une cote montante, systématiquement, ou au pire, ça stagne. C'est-à-dire que celle-là, je peux lui mettre 100 000 bornes dans la gueule et elle vaudra pareil, si je la tiens en état, bien entendu. Par contre, attention aux voitures d'avant-guerre, leur cote a tendance à descendre et ne plus remonter comme avant. Et alors, dernier point, les voitures de collection, pour une raison qui est assez mystérieuse, échappent aux vignettes critères. Du coup, pour faire chier la mairie de Paris, pourquoi pas? Vous pourrez vous pointer avec votre vieille essence à 15 litres au 100, à côté d'une critère 1, les jours de pic de pollution. Moi, je trouve que c'est pas mal. Maintenant que vous avez décidé que vous voulez acheter une voiture de collection, il va falloir vous arrêter sur quelle voiture de collection. Alors ça, c'est quelque chose qui va être défini par vos goûts, principalement, votre budget, principalement, et est-ce que, oui ou non, vous êtes capable de faire vous-même la mécanique dessus. Alors, quelques petits prérequis avant de vouloir acheter une voiture de collection. Déjà, une voiture de collection, en général, ça rouille. C'est facile à voler, ça veut dire qu'il vous faut un endroit pour la stocker au sec et à l'abri des regards. Alors ça peut être simplement une grange au fond du jardin, c'est un box fermé, un abri dans votre cour. Point numéro 2, éventuellement la garer à un endroit où vous avez accès à une prise électrique facilement parce que les batteries sur ce genre de voiture ont tendance à décharger pour un oui ou pour un non. Et ensuite, comme précisé plus tôt, avoir un minimum de connaissances et d'outillage pour faire des petites interventions qui sont assez régulières sur ce genre de voiture. Parmi les choses qui devraient conditionner votre choix de voiture, il faut savoir que est-ce que vous voulez quelque chose de chouette, quelque chose de fiable. Plus vous allez remonter dans le temps, plus ce sera des voitures qui vont réclamer de l'entretien. Et moins vous vous en éloignerez, plus vous aurez des voitures avec des technologies récentes et fiables. Alors parmi les caractéristiques techniques desquelles il va falloir tenir compte lorsque vous achèterez une voiture de collection, il y a notamment la présence ou non d'une injection électronique, la présence ou non d'un allumage électronique, est-ce que votre voiture est en 6 volts ou en 12 volts, et enfin, est-ce que vous souhaitez une voiture avec ou sans ceinture de sécurité? Elles ont été rendues obligatoires aux alentours des années 70. Il faut savoir que les voitures d'avant n'en avaient pas, simplement. Alors bien sûr, ça c'est pour les grandes lignes. Il y a eu des spécificités liées à chaque modèle. On a retrouvé des voitures à carbu jusqu'au milieu des années 90 par exemple. Bon alors maintenant, on est au point où ça y est, tu as choisi ton modèle en tenant compte de tout ce que je viens de te dire. Tu as trouvé un modèle qui te plaît bien, tu commences à regarder. Alors déjà, premier point hyper important, le plus le modèle est d'origine, le mieux c'est. Alors par exemple, des points qui ne seront pas très graves, ça va être des voitures qui sont vendues avec des jantes qui ne sont pas d'origine, ça va être des voitures qui auront été repeintes dans une couleur pas d'origine, ça peut être des petites modifications moteurs, comme sur la mienne, d'avoir un camembert à la place de la boîte à air. Ça, c'est pas des modifications qui sont très graves, déjà parce qu'elles sont réversibles, et puis parce qu'elles n'influent pas grandement sur la qualité de la voiture à la fin. Ensuite, si votre modèle existe avec une injection ou un carburateur, sachez-le, avec un carburateur c'est beaucoup plus sympa à conduire, mais avec une injection c'est beaucoup plus pratique. Ça démarre à tous les coups, ça fonctionne mieux et ça consomme moins. Pas spécifiquement beaucoup, mais quand même. Si c'est pour un usage régulier, pensez à en tenir compte. Autre chose, on voit beaucoup de voitures avec des allumages mécaniques qui ont été transformés en allumage électronique. Ça se fait. C'est à vos risques et périls. Ça peut avoir été très bien fait, il n'y a pas de souci. Ça peut être quelque chose qui va vous péter dans les doigts au bout de 1000 km. Normalement, c'est plutôt une bonne chose, mais prenez garde à voir qui l'a fait. Alors un point très important sur une voiture de collection, comme c'est des voitures qui ont au moins 30 ans pour rentrer dans la collection, le kilométrage, on s'en branle. Quand un joint de culasse, que ça fait 30 ans qu'il est coincé dans un moteur, c'est pas dit qu'il soit en bon état, même s'il affiche que 50 000 km. Alors maintenant, avec tout ce que je viens de te dire, tu as fait ta sélection sur le bon coin, tu as trouvé 2-3 annonces qui te plaisent bien, tu vas aller les voir. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a à voir une fois qu'on est face à la voiture? Alors viens avec moi, ça va être plus simple. Alors déjà, premier point. Ce que je vais dire va vachement dépendre du prix que tu auras payé ta voiture. Moi, la mienne, je l'ai payée 4000 balles, dans un état qui va être proche de l'état concours, ça en vaut 6 à 7 000.
Ce qui fait qu'il y a des défauts qui sont acceptables à un certain tarif, d'autres qui ne le sont pas. Donc, je vais te montrer qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors déjà, de manière générale, sur ma voiture, le plus gros défaut, c'est sa carrosserie. Elle est d'époque, elle a 43 ans, elle en a pris plein la tronche. Le vernis a sauté un peu partout sur ce côté-là de la voiture. Ça se voit ici, ça se voit là. Là, j'ai de l'essence qui a coulé sur la peinture et qui m'a tout ruiné. Voilà, ça, c'est des trucs. Quand on achète sa voiture à 4000 €, c'est acceptable. Ça coûte très cher à refaire et c'est la grosse différence qu'il y a entre ma voiture et celle dont je vous parlais qui était à 7000 €. Le deuxième point, de la petite rouille comme ça, là, sur la baie de pare-brise. Il faut penser à surveiller et éventuellement à traiter. Mais ça, c'est encore tolérable. Alors par contre, un défaut qui n'est pas tolérable sur une voiture, avec moi, alors ça s'appelle de la rouille perforante. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a de la rouille qui s'est formée sous la peinture et qui l'a fait cloquer. Donc moi, pour l'instant, j'ai traité pour que ce soit stabilisé. Mais si tu as ça un peu partout sur ta carrosserie, c'est non. Alors les endroits où tu as le plus de chances d'avoir ce genre de choses, ça va être autour des garde-boue et éventuellement dans les petits plis de carrosserie. En gros, c'est là où l'eau stagne. Alors voilà, ça pour moi, c'est le point principal quand on va voir une voiture. Il ne faut pas qu'il y ait de rouille. L'autre endroit où on peut avoir beaucoup de rouille, ça va être en dessous. Alors ça, c'est assez simple à regarder du coup, il suffit de se pencher et de regarder. Vous devez regarder s'il n'y a pas de rouille. Ça doit être à peu près comme sur le dessus. Il peut y avoir des petites traces, des choses comme ça, c'est normal, c'est le dessous. Mais si vous la payez cher, il ne doit pas y avoir de rouille du tout. Parce que la rouille en dessous, c'est salaud, ça ne se voit pas. Et un jour, ça perce. Et le jour où ça perce, en général, c'est que ça a bien attaqué le châssis. Et si le châssis est bien attaqué, c'est foutu. Vous pouvez demander à François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll ce qu'il en pense de son Rodius. Il est bien dégoûté. Alors ensuite, les points principaux à regarder, bien entendu. Et on regarde l'état général de la voiture. Moi, j'ai une baie qui est plutôt propre. Ça, voilà, ça c'est quelque chose qui est aussi acceptable, hein. Bien sûr, plus on va acheter une voiture chère, plus on doit être exigeant sur tous les points que je vous dis. Mais voilà, ça, c'est convenable. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer le moteur, on va vérifier la tension de batterie. Donc, elle doit être, si vous avez bien suivi mes vidéos, elle est censée être entre 12,5 et 13,7. Et elle est censée être entre 12,5 et 13,7 aussi lorsqu'on allume le moteur et lorsqu'on accélère. Alors ensuite, on n'hésite pas, moteur froid, à passer sa main sous la culasse. Vérifier les dépôts d'huile, des choses comme ça. Bon là c'est de la poussière, c'est pas de l'huile. Il n'est pas censé suinter ni de l'eau ni de l'huile. On vérifie les niveaux, le niveau d'huile, niveau de liquide de refroidissement, niveau de liquide de frein. Et on inspecte de manière générale à la recherche de la rouille. On cherche la rouille. C'est vraiment l'ennemi numéro 1, c'est la rouille. Ensuite, on vient vérifier qu'on n'a pas de jeu dans les roues. Ni dans ce sens-là, ni dans ce sens-là. Si vous avez du jeu dans les roues dans un sens ou dans l'autre, c'est signe qu'il y a un problème avec votre direction. C'est potentiellement super grave. Alors, ensuite à l'intérieur, on vient vérifier l'état des sièges sous des éventuelles housses. Donc on va vérifier la présence de rouille ou non dans le haut des portières, dans le bas des portières. On vérifie que tous les plastiques sont tous bien fixés, qu'il n'y ait pas de traces de fissures, de fêlures dans les plastiques. Parce qu'il y a des modèles qui sont réputés pour avoir des problèmes comme ça, notamment je crois la Porsche 924. On en profite pour vérifier bien sûr que tous les éléments fonctionnent, hein. Les feux, les clignotants, le levier de starter, tous les éléments comme le dégivrage arrière, la radio, voilà, tout doit fonctionner. Ou éventuellement, si ça ne fonctionne pas, vous devez être au courant et en tenir compte pour le prix. Et une fois que vous avez vérifié que tout fonctionne bien à l'arrêt, bien entendu, vous partez pour un essai routier. N'achetez jamais une voiture sans l'avoir essayée sur la route. Sauf bien sûr si elle est à restaurer et qu'elle est vendue telle quelle, bien entendu. Dans l'essai routier, la voiture ne doit pas tanguer dans tous les sens, le volant doit répondre correctement, les freins doivent répondre correctement, l'accélérateur doit répondre correctement. C'est normal d'avoir un petit moment de latence avec un carburateur, mais seulement un petit moment de latence. Lorsque vous accélérez, la voiture doit prendre ses tours, elle ne doit pas tousser et elle doit bien monter jusqu'en haut, jusqu'au rupteur. Lorsque vous freinez, la voiture ne doit pas partir ni à droite ni à gauche. C'est signe d'un freinage dissymétrique et donc d'un problème éventuel. Vous devez bien entendu tester le frein à main. Alors, pas dans un rond-point bien sûr. Le volant ne doit pas être trop dur à tourner mais ne doit pas avoir de mollesse non plus.
il doit être relativement précis. Vous achetez une voiture qui a quand même plus de 30 ans, bien entendu, sans avoir un jeu monstrueux. Si vous avez un jeu monstrueux, c'est qu'il y a un problème dans votre direction, vous n'achetez pas la voiture. Vous prenez en compte, bien entendu, la présence ou non de pièces de rechange. C'est toujours pratique d'acheter une voiture avec des pièces de rechange. Et enfin, pour moi, c'est les deux éléments importants lorsqu'on achète une voiture de collection. Le premier, c'est une doc technique pour pouvoir faire vous-même les entretiens ou la donner à un garagiste qui pourra les faire pour vous. La deuxième, c'est un rapport d'expertise. Alors, un rapport d'expertise, ça ne sert pas à grand-chose. Basiquement, ça sert juste à donner une valeur à votre voiture et avoir une trace de l'état de votre voiture à un moment donné. Ça coûte environ 200 €, mais ça permet surtout à votre assureur de vous assurer correctement. Si vous n'avez pas ça, la plupart des assureurs refuseront d'assurer votre voiture de collection, puisqu'ils n'auront aucune idée de la valeur totale de votre voiture et ne pourront donc en aucun cas vous présenter un devis d'assurance correct. Si vous n'avez pas de rapport d'expertise, en général, un assureur refusera de vous assurer votre voiture autrement qu'en tiers simple. Et ce serait bien dommage, parce qu'un véhicule de collection ne peut pas être mentionné comme irréparable, sauf si vous n'avez pas pris le temps d'aller faire un rapport d'expertise. Et les véhicules modifiés alors? Alors, il faut savoir que sur un véhicule de collection, avant les années 60, vous êtes à peu près libre de faire ce que vous voulez. Après les années 60, c'est un peu plus compliqué, mais vous êtes relativement libre au niveau des modifications. Seule chose importante à savoir, si vous voulez avoir votre carte grise collection, le véhicule doit être d'origine. Vous ne pouvez pas avoir un véhicule modifié puis le passer en voiture de collection, c'est beaucoup plus compliqué, voire impossible. Alors par exemple, pour mon cas à moi, ma Kadett a des jantes Gotti à 250 balles la jante, donc 1000 balles sur les 4 roues. Ce prix se répercute sur le prix total de la voiture parce que mes jantes Gotti sont d'époque. Donc c'est entre guillemets un tuning d'époque. Si j'avais eu la même chose avec, je dis n'importe quoi, des jantes de 206 à la place, ça ferait descendre la cote. Ça n'aurait rien à voir avec ce qui se faisait à l'époque, donc la voiture ne pourrait pas être considérée d'origine. Ensuite, pour ce qui est des véhicules modifiés, on voit de temps en temps des petits coupés à l'américaine avec des moteurs swappés pour les rendre plus puissants. Il faut savoir que techniquement, c'est sorti du cadre du véhicule de collection à proprement parler. Je parle pour la cote. C'est-à-dire que la plupart des gens recherchent un véhicule d'origine parce que les assureurs préfèrent un véhicule d'origine, etc., etc. Ce qui fait que plus votre véhicule va sortir de l'origine, moins vous pouvez revendiquer les modifications comme quelque chose qui donne de la valeur à la voiture. Sauf bien entendu si l'acheteur est d'accord. Donc si vous achetez, je dis n'importe quoi, une Cox modifiée, c'est pas dit que sa cote monte comme les autres Cox d'origine. Ça paraît gadget, mais pour moi c'est un point important à savoir lorsqu'on achète un véhicule de collection. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, bien entendu, les conseils donnés dans cette vidéo n'engagent que moi. Alors, je compte faire prochainement un guide d'achat pour des voitures de collection en fonction de certains budgets. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse.